Je déclare la séance ouverte. En tout cas, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui se sont connectés aujourd'hui pour suivre cette troisième visioconférence de la commission Centre équestre. Notre élu référent est parmi nous, c'est Armand, mais il est en voiture et a un réseau qui est peut-être pas extraordinaire. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne le voyez pas, mais il nous suit de toute façon quand même par audio. Voilà, nous avons des personnes qui se connectent encore et on va accueillir tout le monde. Je remercie déjà les conférencières de cette visio qui sont donc Anne-Charlotte Talbot pour Serre France et Émilie Rivière pour la Chambre d'agriculture. Elles vont se présenter, hein, bien sûr, et elles nous ont préparé des montages, des supports qui vont nous aider à réviser et à voir si notre politique des tarifs dans nos centres équestres sont cohérents. Je vous invite donc tous à écouter leur présentation qui est enregistrée. Donc, si vous désirez intervenir, sachez que vous êtes enregistré et donc lors d'une prochaine diffusion, vos interventions seront on va dire, publiques. Maintenant, on va enregistrer seulement la première partie présentation et la deuxième partie, donc en gros, dans une grosse demi-heure, ne sera plus enregistrée. Donc, ceux qui veulent poser des questions un peu plus personnalisées pourront le faire de manière plus confidentielle. Ça ne sera pas enregistré. Voilà. Donc, la première partie de cette réunion est enregistrée et la deuxième ne sera pas enregistrée pour permettre à tout le monde de poser des questions plus personnelles si besoin. Voilà, je pense que il est temps de commencer puisque toute bonne réunion ne doit pas dépasser 1 heure. On a un format qui, en principe, est respecté. Hein. Tout le monde peut retourner à ses occupations à 14 heures. Et donc, je vous donne la parole. Je ne sais pas qui commence, si c'est Émilie ou Anne-Charlotte. Je vais commencer. Donc, ça, c'était le sujet. Tu l'as rappelé, toi, Valérie, c'était l'idée de parler de la politique des tarifs en centre équestre liés au coût des charges. Donc, on est deux à intervenir, Anne-Charlotte pour le réseau Équisser, hein, les conseillers spécialisés, mais tu te présenteras après. Et puis, moi, au niveau de la Chambre d'agriculture du Grand Est, où je suis conseiller spécialisé équin. C'est déjà Anne-Charlotte qui va commencer pour vous parler du coût de revient et des premières pistes de progrès. Après, moi, je présenterai un indicateur, des indicateurs qui permettront de vous situer, du coup, de peut-être prendre un petit peu de recul par rapport à votre fonctionnement. Et puis, soit tout au long de la présentation, vous pouvez poser des questions ou réagir, donc soit en levant la main, soit en mettant des questions dans le chat. Et on peut réserver un temps à la fin pour vraiment discuter plus précisément de cas concrets si vous le souhaitez. Voilà, donc j'arrête le partage et du coup, Anne-Charlotte, tu peux démarrer. Ça marche, je vais lancer mon partage le temps que ça marche. Toc, 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 il est là. Mais par contre, je vais faire comme ça et comme ça. Toc. Est-ce que vous le voyez? Pas encore. Bon, vous me dites, en attendant qu'il arrive, je vais me présenter. Donc moi, Anne-Charlotte Talbot, je suis assez loin de vous puisque je suis conseillère pour Équisser et coordinatrice pour Équisser au sein du Serre France 44, donc Loire-Atlantique, depuis 2019. Et avant, je faisais exactement le même métier en Normandie. Donc depuis 2015 vraiment pour Équisser et avant déjà depuis 2011 pour la partie agricole au sens plus large. Voilà, donc si vous êtes le Grand Est, moi je suis plutôt le Grand Ouest. Je prends un timing en même temps. Voilà. Vous voyez le partage ou pas? Non, pas encore. Bon. Et pourtant, mais je ne voyais pas le tien tout à l'heure non plus. Alors je vais essayer autrement. Là non plus. Hop, on va faire comme ça. C'est bon. C'est bon? C'est bon, oui. Ok, impeccable. Alors, je suis désolée, je vous tourne un peu la tête du coup, mais allez, voilà. Donc, voilà pour ma présentation. Une petite présentation aussi rapide de ce qu'est Équisser. Donc, Équisser, on fait bien partie du membre, on est bien membre du réseau Serre France. Donc, Serre France étant un cabinet de conseil et d'expertise comptable
à l'époque, enfin, historiquement, vraiment spécialisé pour le monde agricole. Aujourd'hui, on fait d'autres choses. Et en fait, Equiserre, c'est une branche, c'est une franchise dans Nocert France, spécialisée sur le monde du cheval. Donc, on est présent au niveau national. Les Serres France décident d'être franchisés ou pas. Et on accompagne les professionnels du monde du cheval, de la filière équine, donc les éleveurs, les entraîneurs, les cavaliers pros, les centres équestres, les écuries de pension, et même les activités, on va dire, un peu annexes, en tout cas pas agricoles, mais ce qui est maréchalerie, équithérapie, ostéo, etc. On vous accompagne spécifiquement parce que même si historiquement, nous, on a un savoir-faire agricole, les activités équestres dans l'agricole, c'est encore particulier. C'est encore des cases à part. On est parfois que toléré. Et finalement, notamment sur la partie centre équestre, on est assez proche on est sur du commerce, mais on est bien affilié à des règles agricoles. Et puis avec tout ça, un contexte qui bouge en plus. Donc, on vous accompagne dans ce contexte-là. On accompagne au global, au niveau national, environ 2000 centres équestres. On a la chance, parce que notre métier premier, c'est quand même de faire vos comptabilités. Donc, grâce aux comptabilités qu'on fait, on est capable chaque année de sortir un observatoire économique avec des références issues des comptabilités, donc avec plein de groupes différents, hein, les entraîneurs au trot, les entraîneurs au galop, parce qu'il n'y a pas qu'un seul monde du cheval. Et notamment pour la partie qui nous intéresse aujourd'hui, on a un groupe centre équestre global, donc avec des chiffres de référence, et on a même des sous-catégories puisqu'on fait des sous-catégories suivant le nombre de TP, donc d'équivalents temps plein, qui travaillent sur vos structures. Donc ces observatoires, ils nous servent à faire des études, à se comparer aussi, et puis ils nous servent aussi un peu de créer un dialogue avec les interlocuteurs autres et notamment avec les banquiers et de faire un peu de pédagogie auprès des banquiers sur ce qu'est un dossier cheval, ce qu'ils ne savent pas forcément tout le temps. Voilà. Il est accessible en ligne et puis sinon à la demande. Donc, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la politique tarifaire dans vos structures. Quelques éléments de contexte avant. On sait que le nombre de structures équestres augmente quand même chaque année. Il y a vraiment une dynamique, hein, et puis on le ressent sur le terrain, même si on tend quand même depuis quelques temps sur une stabilisation. Mais là, on voit sur le graphique, c'est l'IFCE, c'est les chiffres de l'IFCE. Depuis 2001, ça progresse. Et encore une fois, c'est ce qu'on ressent sur le terrain. À côté de ça, un nombre de licenciés historiquement qu'on avait un peu record. On était assez fiers d'être au-dessus du foot. Et finalement, depuis 2013, on a un nombre de licenciés qui baisse un peu, enfin qui baisse, qui est plutôt en déclin. Et alors, grâce ou à cause du Covid, on ne sait pas. En tout cas, on a eu peur suite au Covid que les gens n'aillent pas se réinscrire parce qu'il y avait quand même une grosse incertitude. Et finalement, d'une manière générale, vous avez plutôt fait des super rentrées suite au Covid. Toujours dans les éléments des charges, hein, qui est un contexte général pour tout le monde, mais qui vous touche aussi. Donc, la hausse des aliments, l'énergie, et puis toutes les charges d'une manière générale aussi avec l'inflation. La TVA, qui reste une nébuleuse un peu sur les dossiers et qui, parfois, suivant les traitements, peut créer des écarts entre vos structures. Et on a aussi quand même sur des éléments de contexte, une évolution, on sent bien une évolution au niveau de la clientèle, au niveau de la société, notamment par rapport au bien-être animal, qui commence à venir chatouiller notre filière, là où avant on était plus, c'était plus, on va dire, les agriculteurs classiques, si je peux parler comme ça, qui étaient concernés. Et là, on sent bien qu'il y a quand même une demande de la clientèle et de la société en général. Donc voilà, on est dans un contexte de concurrence forte et du coup, il y a une importance, il y a une grande importance à mettre sur votre stratégie. Définir votre stratégie pour faire face à cette concurrence. Une de nos propositions, alors que ça soit la Chambre, Émilie ou nous, Equiserre, pour vous aider à définir cette stratégie, c'est notamment de vous accompagner sur un calcul de vos coûts de production, de vos coûts de revient. Alors, le terme varie suivant chacun.
Et notamment, alors une fois qu'on a fait ce calcul, surtout de l'analyser. Pourquoi c'est important de connaître ces coûts de revient? Eh ben, déjà pour vérifier que vos tarifs sont cohérents avec ce que ça vous coûte à produire ou au moins à faire. Évaluer la rentabilité aussi des différentes activités, parce que vous avez de l'enseignement, mais parfois il y a de la pension, parfois il y a une activité à côté, il peut y avoir de l'élevage. Donc on a à cœur de vraiment regarder activité par activité. Et du coup, c'est un outil d'aide à la décision pour parfois soit ajuster au niveau des activités ou faire des ajustements au niveau des prix. Voilà. Et d'une manière plus générale, agir sur les produits et sur les charges pour avoir plus de rentabilité. Si je continue, alors on a fait le choix avec Émilie de ne pas aller vous détailler nos méthodes de calcul parce que de toute façon, on n'a pas le temps. Et puis l'idée, c'est vraiment de plus d'échanger avec vous. Moi, j'ai juste pris un exemple rapide pour vous montrer quel type un peu d'indicateur vous pourriez avoir suite à ce travail. Donc là, dans l'exemple, on est sur l'analyse, par exemple, du coût des chevaux de club. Donc, il nous faut des chiffres et des références. On se base à chaque fois sur vos comptabilités, sur vos chiffres à vous. Donc, ce n'est pas des références générales. Et puis là, je précise, c'est un exemple. Il ne faut pas retenir le chiffre comme une référence, c'est bien un exemple. Et ça va sans dire du coup, mais comme on travaille à partir de vos chiffres, eh ben, vous avez chacun vos propres coûts de revient et coûts de production. Donc là, dans mon exemple, il faut qu'on ait un jour de présence de chevaux. Donc, dans mon exemple, j'ai 49 chevaux et poneys. Je ne fais pas de différence, qui sont présents, admettons, 365 jours par an, soit 17 934 jours de présence. Une fois qu'on a cet indicateur-là, on va répartir toutes les charges qui sont liées à ces chevaux de club. C'est-à-dire que si j'ai des chevaux en pension, si j'ai des chevaux d'élevage, j'exclus leurs charges. Donc, je ne rentre pas dans le détail des charges, mais là, dans mon exemple, j'arrive du coup à un coût journalier par cheval de 13,28 €, soit 404 € par mois. Une fois que j'ai ça, j'en fais quoi? Eh bien, je mets ça en lien avec mon heure de cours. Je sais que mon coût de revient à l'heure de cours est de 15,99 € ici, pour un tarif à 18,40 €. Donc ça, c'est un calcul au préalable. Et du coup, le fait que mon cheval il me coûte 404 € par mois, eh ben, un des indicateurs, c'est qu'il faut qu'il fasse au moins 25 heures de reprise par mois. Donc là, ça va me donner, encore une fois, il ne faut pas retenir ça, mais soit 6 cours par semaine. Donc ça va dépendre des chiffres, mais dans l'exemple, peut-être que ça peut m'aider, notamment à des arbitrages, rien qu'au niveau de ma cavalerie. J'ai Tartine, qui est le super poney, qui fait 7 heures par semaine. Et ben, Tartine couvre ses charges. Par contre, Tartuffe, lui, on ne peut pas le mettre au débutant, on ne peut pas le mettre à l'obstacle, on ne peut pas faire ceci, cela. En fait, il ne fait que 3 heures la semaine. Ben voilà, il ne couvre pas ses frais. Ça peut permettre des arbitrages. Un autre type d'analyse, là, je prends l'exemple de la pension. Par exemple, j'ai une pension simple que je vends 450 €. Alors, je ne l'ai pas dit, mais tous les chiffres avant dans l'analyse coût de revient, on est en hors taxe. Mais donc là ma pension, donc 450 €. Je propose une pension de travail 6 sorties semaine qui est à 650 €. Et ben, ça fait que en fait, j'ai 200 € qui sont alloués au travail du cheval. 200 € par 6 sorties sur 4 semaines. Donc, c'est quand même pas très suffisant. Et bah, peut-être qu'une fois que j'ai fait ce constat, peut-être que finalement, eh ben, ma pension travail, plutôt que faire 6 sorties par semaine, je vais en faire que 5 ou que 4 et une fois au marcheur. Ou voilà. En tout cas, je vais adapter. Parce que vous allez me dire que si je passe à 5 sorties, du coup, j'ai un prix, ça me fait gagner 10 € de l'heure. Bon, c'est toujours pas énorme, mais on se rapproche quand même des normes de SMIC ou autre. Voilà. Enfin, le message, c'est qu'en modifiant légèrement soit le contenu de la prestation, soit en augmentant mon prix, eh ben, je vais pouvoir augmenter ma rentabilité. Mais pour ça, il faut savoir de quoi on part. Donc, des leviers, ça reprend un peu ce que j'ai dit avant, mais une fois qu'on a fait notre analyse, ben, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Un des leviers, si on agit sur les produits, on peut augmenter les produits, donc augmenter les tarifs régulièrement suite à l'inflation, ce que font vos prestataires notamment.
et augmenter les tarifs si vous avez apporté des améliorations conséquentes à la structure. Ça se justifie. Augmenter des volumes de vente aussi, donc un peu ce que je disais, adapter la prestation. Et puis, en fait, l'idée là, c'est vraiment d'augmenter le panier moyen par client en proposant des nouvelles activités sur les week-ends, du tir à l'arc, voilà. Et puis, un troisième levier qui est plutôt récent pour la partie cheval, l'heure, c'est solliciter des aides parce que ça rentre dans les produits. Et notamment, alors on pourra en reparler tout à l'heure, hein, mais un petit peu d'actualité avec le fameux plan de résilience dont vous avez dû entendre parler. Donc voilà, c'est aussi un moyen. Enfin, là, c'est très large, on en a parlé avec Émilie. Ça dépend des départements aussi, les aides, hein, parce qu'on citait les PCAE ou autres, mais il y a peut-être des aides qui existent aussi pour vous accompagner sur ces périodes de hausse de charges. On agit sur les produits, on peut aussi agir sur les charges. Donc, un premier levier qui est faire des économies. Vous allez me dire que vous auriez pu y penser tout seul, mais voilà, étudier chaque poste, voir où ça dévie, peut-être essayer de rationaliser des choses, des achats groupés, des achats en volume, ne dépenser que ce qui est nécessaire. Et puis aussi, savoir dépenser régulièrement pour mieux gagner après. Et notamment, là, ce qui est important, c'est que ça va jouer vraiment sur la fidélisation des clients, parce qu'on sait notamment en marketing, pour les spécialistes, que garder un client, fidéliser un client, ça coûte quand même moins cher que d'aller en capter un nouveau. En conclusion, alors c'est bref, hein, j'espère qu'il y aura des échanges, mais la conclusion de cette présentation, c'est qu'il faut prendre le temps de se poser. Alors, je sais que vous êtes tous pareils, vous avez peu de temps et puis c'est un travail fastidieux, mais il faut utiliser vraiment vos chiffres comptables pour avoir des références et pour pouvoir après ajuster et analyser. Donc là, moi, c'était le coût de revient. Il y a l'observatoire. Émilie va vous présenter un autre outil derrière. Mais voilà, en tout cas, il y a des outils qui existent pour vous aider à définir votre stratégie. Faut analyser, donc en fonction du coût de revient et de vos atouts, quels postes sont à travailler, quelle évolution de prix de vente, quel développement. Voilà. Donc d'une manière générale, c'est vraiment définir la stratégie et une fois qu'on l'a définie, la mettre en œuvre et la concrétiser. Voilà pour ma partie. Alors, c'est rapide, mais on est dans le timing à peu près. Peut-être, Charlotte, pour revenir sur ta partie, quand tu parles sur les économies de charge, en fait, ce qui est bien, c'est quand on fait le calcul, et vous avez cette force-là aussi de pouvoir remettre le chiffre de la structure au regard des chiffres peut-être plus globaux de tout le monde et savoir pouvoir identifier quel poste dérape, parce que finalement, une valeur absolue de chiffre, entre guillemets, c'est peut-être difficile de se rendre compte si le poste est important ou pas. Mais justement, au regard de l'ensemble des structures, on peut se dire peut-être que j'ai un poste qui dérape par rapport à un autre. Exactement. C'est avoir des références, savoir d'où on part et puis pouvoir se comparer aussi. Est-ce qu'il y a déjà des questions là par rapport à la présentation d'Anne-Charlotte, du coup, ou non? Je pense qu'on va attendre la présentation d'Émilie également avant de passer aux questions. Merci Anne-Charlotte, merci beaucoup. De rien. On peut continuer. J'arrête mon partage. Ouais, hop. Certains d'entre vous me connaissent, mais je me représente chez Émilie Rivière. Je travaille à la Chambre d'agriculture du Grand Est. Les chambres d'agriculture, alors Anne-Charlotte l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que depuis, alors ça fait un moment maintenant, depuis que les activités cheval sont passées dans le domaine agricole, eh bien les chambres d'agriculture, ce sont aussi vos interlocuteurs pour tout ce qui est création de l'exploitation, vie de l'exploitation jusqu'à la transmission. Donc, selon vos interlocuteurs, c'est la chambre ou les centres de gestion aussi qui vous accompagnent par rapport au montage des dossiers, des prévisionnels, des projets d'investissement, voilà, tout ça.
Les chambres, par leur déploiement, ils ont des chambres départementales qui peuvent être vos interlocuteurs vraiment de proximité. On a aussi tout un volet sur la réglementation pour lequel on peut vous accompagner. L'actualité aujourd'hui, la zone vulnérable, la PAC, voilà, on a vraiment une palette aussi de services, de conseils qui peuvent vous accompagner dans votre quotidien. Et puis, les chambres, c'est indépendant comme les centres de gestion. Il n'y a pas de commerce de produits au bout. Donc, du coup, voilà, il y a une indépendance dans les conseils qu'on vous donne. Un peu à la différence de Anne-Charlotte qui, elle, suit beaucoup d'exploitation et qui a donc énormément de comptabilité qui peuvent dépouiller, analyser. Nous, en fait, au niveau des chambres, et c'est un dispositif qui est national, en fait, on va étudier vraiment ce qu'on appelle la microéconomie, c'est-à-dire le fonctionnement très précis des structures équestres pour établir des références. C'est-à-dire qu'on va tenir compte de la main-d'œuvre, des chevaux, qu'est-ce qu'ils mangent, qui travaille et qui fait quoi, le nombre d'heures, voilà. Donc, ça fait partie d'un suivi qui est fait dans le cadre du réseau ECA. Donc, c'est un dispositif qui est national et qui nous permet alors d'avoir des références économiques, comme l'ont les centres de gestion, mais aussi tout un volet, on va le voir après, de références techniques, c'est-à-dire par rapport au fonctionnement. Combien d'heures font les chevaux, qu'est-ce qu'ils mangent, voilà. Ça nous permet du coup, et comme on disait tout à l'heure, peut-être par rapport à des postes de charge, de savoir finalement qu'est-ce qui dérape ou qu'est-ce qui est bien maîtrisé. Donc, on a ce gros volet qui nous permet du coup d'être vraiment, d'avoir une bonne connaissance de la filière. Et on a conduit aussi d'autres projets rapidement, des projets d'adaptation au changement climatique pour le cheval, et puis aussi des projets pour la valorisation du fumier. Voilà, donc ça, c'est des autres projets qu'on conduit en parallèle pour la région Grand Est. Donc, Charlotte parlait de stratégie. En fait, nous, on l'explique aussi par le fait qu'il y ait une bonne adéquation entre les activités et les moyens de production. Les moyens de production, c'est à la fois qui travaille sur l'exploitation, quels chevaux, quelle est la cavalerie qui est en face et quelles sont les infrastructures. En fait, c'est une combinaison, c'est-à-dire qu'on peut aborder, c'était le sujet de la conférence, de dire finalement, je regarde mes charges, mais quand nous, on regarde cette partie des charges, eh bien, finalement, ça représente peut-être qu'une partie de votre fonctionnement global et il y a peut-être d'autres leviers qui peuvent être activés pour que finalement, la rentabilité, elle ne repose pas que sur la maîtrise des charges, en fait. Voilà, c'est un petit peu le message qu'on voulait passer. Pour ça, on a développé un outil. C'est une application qui est web, qui est gratuite, qui permet de se situer et puis de bénéficier d'une première évaluation du fonctionnement de son établissement. Donc, nous, on a fait un calcul, comme l'a fait Anne-Charlotte, mais on a fait ces calculs de coûts de production sur beaucoup de structures, ce qui nous permet en fait de pouvoir donner des bornes, c'est-à-dire dire plutôt on est dans des bonnes pratiques quand on est aux alentours de tel chiffre et plutôt il y a des choses à améliorer quand on est aux alentours de tel ou tel chiffre. Cet outil qui pilote Eco, c'est vraiment un outil qui ne concerne que la partie enseignement de l'équitation. Donc, si on a des décisions à prendre au regard des conclusions qu'on a, il faut aussi le mettre en perspective par rapport à l'ensemble de la structure. C'est-à-dire que là, nous, par exemple, on va regarder la partie main-d'œuvre. Eh ben, il ne faudra pas prendre des décisions radicales si au niveau de la main-d'œuvre, en fait, on se dit, mince, j'ai peut-être trop d'employés ou j'en ai pas assez. Et au final, au regard de la structure, ça justifie peut-être, mais au regard de l'activité d'enseignement, peut-être moins. Donc, il faut bien avoir cette approche-là en disant, il y a une approche centrée de mon activité d'enseignement, mais aussi il y a mon fonctionnement plus global, quoi, avec mes activités de pension ou d'élevage que je peux avoir à côté. Ça, c'est clair? Oui, du coup? Oui, c'est clair? Cet outil, il est en ligne. Et il permet en fait de rentrer quelques critères assez simples, du coup, que vous pouvez peut-être retrouver assez facilement, et qui permet en fait de calculer des premiers indicateurs. Donc, on peut renseigner le nombre de clients réguliers. Alors, c'est pas forcément le nombre de licenciés, parce que le nombre de licenciés, parfois, il y en a chez vous qui prennent juste la licence, qui ne montent pas, et d'autres peut-être qui montent, ou des baby-poneys que vous ne licenciez pas, mais par contre, qui sont réguliers. Donc, en fait, c'est vraiment essayer d'identifier parmi vos licenciés qui sont vos cavaliers réguliers. Ensuite, on demande un détail sur la main-d'œuvre, donc qui est-ce qui travaille sur la structure et qui est un peu dédié spécifiquement aux activités d'enseignement. Ensuite, on vous demande de répartir un peu le nombre de chevaux. Donc, vous avez un nombre de chevaux totaux
et faire la différence entre ceux qui sont vraiment pour l'activité d'enseignement, ceux qui sont pour l'activité de pension et les autres équidés. Alors, ça peut être de l'élevage ou ça peut être vos chevaux de concours, voilà, mais qui ne participent ni à la pension ni aux activités d'enseignement. Ensuite, et c'est là où c'est peut-être plus difficile à évaluer, c'est le nombre d'heures de travail de vos équidés. Alors, je sais qu'il y a certains logiciels qui le font très bien, c'est-à-dire qu'on arrive à savoir combien on travaille la cavalerie. Nous, on va jusqu'à compter aussi les heures passées par la cavalerie quand il y a les stages, aussi peut-être les concours, aussi pendant que vous recevez aussi les scolaires. Donc, on essaye de comptabiliser vraiment assez précisément toutes les heures pour avoir une réelle photographie de l'activité de la cavalerie. Et enfin, il faudra essayer de retrier dans le document de Serre France l'ensemble de vos produits liés vraiment à l'activité d'enseignement pour rentrer le dernier chiffre là, celui de votre activité chiffre d'affaires d'enseignement. J'ai juste une petite question là. Vous restez que sur la première page, ça défile pas. Est-ce que c'est que chez moi ou c'est que aussi chez les autres? Parce que moi, je suis que sur la première page. Hein. Je suis peut-être blonde, mais... Ah mince, alors attends. Donc, c'est pour ça que je me permets d'intervenir. Parce que, voilà, merci. Ah oui. C'est mieux comme ça. Ok. Voilà. Donc, c'était la seule ou tout le monde, c'était pareil? Pareil. C'est pareil. Ah mince, d'accord. Bon, ok, merci. Alors, à ce moment-là, est-ce que vous pourrez nous renvoyer le PowerPoint pour qu'on suive? Parce que c'était très intéressant ce que vous avez dit, mais comme on n'était que sur la première page, on n'a pas tout suivi. Enfin, personnellement, voilà. D'accord. Malheureusement, c'était très intéressant, mais voilà, comme on n'avait pas le truc derrière, là, c'est beaucoup plus explicite. Merci. Alors, attends, je vais arrêter. Je pense que je vais arrêter mon... Voilà. Je vais essayer de faire comme ça. Je suis à peu près sûre que... Oui, reprends en résumé, Émilie, si tu veux bien. Oui, alors en fait, par rapport à cet outil-là, donc je disais, on va renseigner, vous le voyez là à gauche, du coup, oui, oui. À gauche, en fait, on a un ensemble de critères. Donc, je disais le nombre de clients réguliers, donc ce n'est pas forcément les licenciés. Le nombre total d'équivalents temps plein, là, c'est les personnes qui travaillent sur la structure, avec ceux dont on arrive à déterminer vraiment le temps dédié à l'activité d'enseignement. On répartit votre total des équidés entre les équidés de club, les équidés pris en pension et les autres équidés qui peuvent être soit vos chevaux de concours, soit l'activité d'élevage, par exemple. Voilà. Le nombre d'heures totales, ce n'est pas forcément que les heures du mercredi, samedi et de la semaine, c'est aussi les heures de stage, c'est aussi les accueils de scolaires, c'est aussi les concours, c'est aussi voilà, tout ce que votre cavalerie elle travaille. On essaye de le répertorier pour avoir une photographie assez fine de l'activité de la cavalerie. Et essayer de trier parmi l'ensemble du chiffre d'affaires que génère votre structure, dedans vraiment le chiffre d'affaires d'enseignement pour vraiment le mettre en lien avec les chiffres qu'on aura mis avant qui sont spécifiques à l'activité d'enseignement. Je complète, mais comptablement, normalement, si c'est bien fait, on doit avoir quelque chose de précis sur l'enseignement, hein, où on peut dissocier le reste, si on a des marges. OK. Et donc, quand on rentre ces chiffres dans le petit outil, là, j'ai pris des chiffres pour l'exemple. Hein, pareil comme Anne-Charlotte tout à l'heure, on prend des chiffres pour l'exemple. On va avoir son positionnement. Vous voyez, la position, c'est la flèche noire avec un code couleur qui nous permet de dire si je suis dans le vert, je suis plutôt dans une bonne pratique. Cet indicateur, cet indicateur, il est bon chez moi. Dans le jaune, il est plutôt aux alentours de la moyenne. Donc, voilà. Et quand je suis dans le rouge, il faut peut-être que je me pose la question de savoir finalement, est-ce qu'il y a une bonne adéquation par rapport à ce critère-là. Donc, il y a 3 niveaux de critères. Il y a la main-d'œuvre, la cavalerie et le chiffre d'affaires. Si on détaille un petit peu, alors là, du coup, je prends la main-d'œuvre. Vous voyez, c'est bon du coup? Oui. Merci. La main-d'œuvre, nous, on a 2 critères. C'est le nombre de clients qui est divisé par la main-d'œuvre enseignement ou les heures que font les équidés divisées par la main-d'œuvre enseignement. Ça, c'est pour décider un petit peu quelle est la stratégie vis-à-vis de la main-d'œuvre que vous avez sur votre structure. Donc, la main-d'œuvre enseignement.
Alors nous, il n'y a pas de critère de jugement, c'est-à-dire si vous dites, moi j'embauche un salarié complètement pour mon activité d'enseignement et moi je suis un peu sur l'enseignement, mais parce que je veux me dégager du temps pour faire telle ou telle chose, il faut se dire, c'est des choix que j'ai choisis et que mon raisonnement, il repose sur ces choix-là. Donc, ça peut, des fois, ce critère, il est pénalisé, mais parce que c'est voulu par d'autres priorités que vous êtes fixées. Donc, ce n'est pas l'idée de juger, c'est l'idée de dire, bah voilà, finalement, cette stratégie, je peux la prioriser parce qu'elle correspond à ce que je veux, mais elle peut être pas forcément dans une bonne pratique. Donc, ça, il faut se le dire. Il faut que la main-d'œuvre elle soit adaptée à son nombre de clients, donc ça paraît logique, mais là, finalement, avec cet indicateur-là, ça vous permettra peut-être de savoir finalement où vous vous situez. Nous, on voit qu'aux alentours de 83 clients par main-d'œuvre, par unité de main-d'œuvre, du coup, là, vous êtes autour de la moyenne. Et pour essayer de se dire, bah, plus mon enseignant il est capable de s'occuper de plus de clients, en fait, plus il est efficace, quoi, hein. C'est un peu ça l'idée, d'accord, du coup. Comment on peut y arriver ça? Alors, moi, j'ai identifié 2 pistes, mais c'est à vous de me dire, Anne-Charlotte pourra peut-être compléter aussi. C'est que les enseignants, ils sont là pour enseigner. Donc, du coup, ça veut dire qu'il faut essayer de leur dégager un maximum de temps pour enseigner. Donc, c'est soit, si c'est possible, d'avoir de la mécanisation dans votre structure pour gérer plus facilement l'alimentation ou la simplification des tâches et tout ça. C'est vraiment se dire, voilà, il faut que, entre guillemets, l'activité d'enseignant, elle puisse se réaliser sur de l'enseignement, voilà. Et une autre piste que j'avais, moi, bien détectée dans des structures qui fonctionnent bien aussi, c'est avoir des tâches qui sont bien planifiées entre vous, quoi. Et du coup, ça permet aussi une meilleure efficacité de la main-d'œuvre. Voilà. Donc, vous avez peut-être aussi, vous, des expériences. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut partager, du coup, sur la main-d'œuvre, s'il y a une bonne idée, ou peut-être à la fin. J'ai une question sur la main-d'œuvre. Quand on a des apprentis et que la main-d'œuvre varie au cours de l'année, comment est-ce qu'on compte? Oui, alors c'est vrai que, alors nous, un apprenti, par exemple, s'il est présent toute l'année, on va le compter comme 0,5 hein, du coup, puisqu'il est là la moitié du temps. Il faut effectivement faire le prorata par rapport au temps réellement passé. Alors des fois, on a des virgules ou voilà, là c'est vrai que j'ai pris des chiffres ronds, mais il ne faut pas hésiter voilà, à découper si les salariés ou vous-même, peut-être, voilà, vous n'êtes pas présent sur toute l'année, quoi. Le plus gros poste, en fait, on va dire, c'est la cavalerie. On a un indicateur, nous, qui est le nombre de clients réguliers par équidé de club. Donc, on est aux alentours de 6 clients par équidé de club. Là, c'est entre guillemets, on est un peu dans la zone intermédiaire. Donc, à partir de 7, on peut considérer que mon système, il est efficace, il est rentable. Là, autour de la cavalerie, vous savez, il y a un vrai sujet de réflexion, quoi. C'est-à-dire que est-ce que j'ai des chevaux et des poneys? Est-ce que j'ai que des chevaux, que des poneys? Quelle est ma stratégie, en fait? Surtout, c'est quelle est ma clientèle cible? Souvent, vous le savez, quand on a une structure, il y a des effets de seuil. Quand on a une petite structure ou quand on démarre, il faut qu'à la fois j'ai du poney Shetland et du grand cheval parce que je ne sais pas qui va arriver et que finalement, même si j'ai bien fait mon étude de marché, bah, je peux avoir cette année-là, je ne sais pas quel sexe ratio qui fait que j'ai beaucoup de filles qui viennent ou voilà, quel pic démographique. Et à ce moment, et une année d'après où finalement, il y a moins d'enfants. Donc, mais pour autant, pour pouvoir satisfaire tout le monde, il me faut des petits poneys, des grands chevaux et il faut que j'en ai suffisamment pour bien remplir mes heures d'équitation, pour que j'ai assez de cavaliers et de chevaux dans mes heures d'équitation pour que ça soit rentable. Donc là, il faut aussi bien réfléchir. Est-ce que j'ai intérêt à tout faire? Est-ce que j'ai intérêt à faire du baby poney jusqu'au grand cheval? Est-ce que je fais que du petit poney? Est-ce que je fais que du poney? Est-ce qu'il me faut quand même des chevaux? Il y en a certains d'entre vous qui me posent des questions aussi parce qu'il y a quand même beaucoup plus de personnes un peu plus fortes. Donc, est-ce qu'il faut que j'investisse dans un cheval plus lourd? Vous l'avez peut-être fait, on pourra en parler aussi à la fin. Est-ce qu'il est rentable? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Voilà, il y a plein de questions autour de ça, quoi. Voilà.
pour vous aider un peu, vous aiguiller, il faut savoir quelle est ma clientèle cible. C'est-à-dire si vraiment, à un moment donné, il faut faire des choix. C'est-à-dire que si mon grand cheval finalement, ou mon cheval que j'ai pris pour les personnes fortes, il ne fait pas ses heures, et ben, tant pis, est-ce qu'il vaut mieux pas dire non et vraiment avoir une cavalerie bien ajustée que de dire oui à tout et puis au final avoir plein de chevaux pour plein de choses qui ne servent pas, quoi. Voilà. Donc vraiment, essayer de bien réfléchir sur sa cavalerie. Deuxième indicateur, les heures que font les équidés de club. Donc, nous, on l'a dit, on compte tout, hein. Les stages, les heures de la semaine, s'il y a des accueils de scolaires, l'utilisation des chevaux en concours, les heures de voltige, de traction et tout ça. Donc, on l'a dit aussi tout à l'heure, grâce au logiciel, on arrive à avoir vraiment une vision assez précise maintenant de l'utilisation des chevaux. Donc, Anne-Charlotte l'a dit tout à l'heure, entre un cheval qu'on aime bien et qui fonctionne bien et un cheval dont on se rend compte qui fonctionne moins bien, voilà, qui ne fait pas ses heures, comme tu l'as dit tout à l'heure, Charlotte, qu'est-ce que je fais comme choix, quoi. Voilà. Il faut peut-être prendre le temps de regarder. Aussi, certains d'entre vous qui maîtrisent bien leur cavalerie, ils ont une véritable politique de renouvellement de la cavalerie, quoi. C'est-à-dire, je n'ai pas de vieux chevaux, je change tout le temps. Moi, j'en ai un, il me dit, j'ai tout le temps tout à vendre. Du coup, il n'a jamais de vieux chevaux, il vend tout le temps. Alors, d'autres vont me dire, bah oui, mais si je vends tout le temps, après, mes cavaliers, ils s'attachent. Du coup, alors voilà, il y a plein de stratégies différentes. C'est juste, voilà, il faut choisir la bonne par rapport à vos convictions, hein, on est d'accord, quoi. Vendre plus d'heures par équidé. Vendre plus d'heures par équidé, c'est en plus des mercredis et du samedi, qu'est-ce que je peux proposer comme heure? En journée, qui est-ce qui est disponible? Des scolaires, des personnes âgées, des handicapés, voilà. Qui est-ce qui est dans mon secteur? Est-ce que je peux vendre quelque chose à eux? Est-ce que pendant les vacances, voilà, je peux proposer autre chose? Est-ce qu'il y a plus de possibilités avec, je ne sais pas, je suis près d'une zone touristique, je suis près d'un camping, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des moments où je peux ouvrir plus de choses? Il y a certaines structures qui, vous le faites peut-être aussi, qui offrent des tarifs avantageux sur des heures un peu creuses, par exemple. Est-ce que ça ne permet pas, du coup, de vendre plus d'heures à des moments où, finalement, je n'aurais pas vendu ces heures-là? Voilà, donc il y a peut-être à réfléchir. Et puis, vous le pratiquez certainement, les tiers et les demi-pensions. Voilà, ça permet de vraiment bien vendre des heures d'équitation, des fois, d'avoir ces formules-là. Donc, les heures par équidé de club, il faut soit augmenter les heures, soit bien raisonner sa cavalerie de club, quoi. Voilà, il y a un peu les deux leviers pour être meilleur un peu sur cet indicateur-là. En complément, juste sur cette partie, en plus, le contexte est plutôt favorable parce que, notamment avec la mise en place et puis le fait qu'il y ait de plus en plus de télétravail, il y a aussi des gens qui ne pouvaient monter qu'en soirée après le boulot, qui maintenant peuvent un peu aménager leur temps et il y a sans doute des créneaux à capter comme ça aussi. Ouais, et après, moi, j'ai des structures qui ont beaucoup d'infirmières. Et du coup, les infirmières étant libres la journée, ils vendent des cours particuliers toute la journée. Alors, du coup, voilà, ça dépend aussi un peu du… Si on est à côté de l'hôpital ou pas. À côté de l'hôpital ou pas, ouais, c'est ça. Le point d'attention, c'est les inactifs. C'est-à-dire qu'on l'a vu dans le petit outil, on vous demande le nombre de chevaux perso, entre guillemets, ceux de concours, voilà, ou le nombre de chevaux d'élevage. Alors, ils ont un poids sur la structure parce qu'ils mangent comme les autres, quoi, du coup. Donc, on peut avoir un cheval de cœur, plusieurs chevaux de cœur, il n'y a pas de souci. Voilà. Après, c'est se dire qu'à un moment donné, ils ont quand même un poids et il faut y penser, quoi, quand on se fait ce choix-là, quoi. Voilà, c'était un petit peu notre alerte. On a exactement le même constat, nous, quand on fait le travail par activité, où la petite partie élevage qui est un peu loisir, mine de rien, c'est elle qui capte les charges. Ça bloque un box, deux box. Ouais. Donc, je partage complètement. Sauf que là, on voit, vous me redirez tout à l'heure, de plus en plus de structures équestres face au manque de chevaux de club, je ne sais pas si on en parlera, décident d'aller vers… développement de leur propre élevage pour faire des chevaux de club. Ouais, quoi, hein. En ce moment, c'est un peu ça qu'on voit. Ouais. Dernier point, c'est la partie chiffre d'affaires qu'on ramène aux équidés de club. Donc là, c'est dire finalement, donc mes chevaux, ça se trouve, ils travaillent bien, j'ai une bonne cavalerie, mais est-ce que je vends assez cher mes prestations ou est-ce que je fais assez de chiffres? Donc, pareil, un indicateur supplémentaire pour essayer de croiser par rapport à son fonctionnement. Là, par exemple, avec mon exemple, on voyait que les critères main-d'œuvre étaient plutôt bien maîtrisés, cavalerie aussi, mais là, on voit que chiffre d'affaires, il se situe plutôt dans la moyenne. Donc, voilà.
il faut trouver une bonne adéquation entre les activités proposées. Pas trop peu, parce que si on en a trop peu, finalement, est-ce qu'on va satisfaire notre public cible? Est-ce qu'on va proposer suffisamment de choses? Mais il n'en faut pas trop non plus, vous le savez. Vous ne pouvez pas vous couper en 50. Donc, à un moment donné, il faut aussi avoir un bon équilibre. Est-ce que de faire, je ne sais pas, d'accueillir je sais pas, la maison de retraite du coin, finalement, ça vous consomme peut-être beaucoup d'énergie, ça vous fait beaucoup de temps consacré et puis finalement, pas de retour. Donc, il faut aussi pas forcément répondre oui à tout, mais essayer de cibler vraiment des activités qui correspondent vraiment au temps creux, à la disponibilité de votre main-d'œuvre, et voilà. Et pas se surajouter pour dire je fais du chiffre, se rajouter tout le temps des activités, quoi. On en a parlé aussi, c'est la répartition du travail des chevaux sur la semaine et sur l'année. Donc voilà, pour pouvoir bien compléter et faire du chiffre. Moi, j'ai des structures qui tournent quasi pas l'hiver, par exemple, mais qui l'été font énormément de stages, d'accueil. Voilà. Donc, c'est des stratégies aussi, ce qui font que sur l'année, ils font le nombre d'heures. Mais finalement, c'est assez... c'est très saisonnier, quoi. Voilà, ça existe aussi, quoi. Pendant longtemps, moi, j'ai pensé que, et je disais ce discours-là, il faut faire des économies de charges parce que c'est là où il y a des leviers pour essayer de progresser, il faut économiser les charges. Et quand on a fait des études statistiques un peu sur les chiffres, on s'est rendu compte que ceux qui étaient les plus rentables, ceux qui se dégageaient un meilleur revenu, c'est ceux qui avaient le chiffre d'affaires par équidé le plus important. Donc, ça veut dire, ça veut dire je peux, en fait, dépenser beaucoup si je gagne beaucoup, en fait. Donc, l'entrée, c'est vraiment dire il faut mettre le paquet sur la qualité et l'attractivité des activités proposées. Donc, que ce soit les stages, les animations, les cours, il faut vraiment mettre le paquet sur la com avec des belles affiches, vraiment de la com. Ça, je pense que vous le faites, hein, mais voilà, il faut vraiment garder cette énergie-là sur la com. Et aussi ne pas hésiter à investir, ça tu l'as dit aussi Anne-Charlotte, dans du matériel, dans des costumes pour le spectacle, voilà, pour que du coup derrière, il y ait une vraie qualité en fait des activités proposées. La bonne ambiance du club pour fidéliser, ça je pense que vous le savez tous. Et un petit point sur les charges, parce que nous on ne l'a pas forcément mis dans ces indicateurs-là. Donc, c'est sûr que la main-d'œuvre, elle va avoir un poids assez lourd dans ce qu'on appelle, nous, les charges fixes. Voilà. Et c'est là où, par rapport à ma première diapo, il faut raisonner, se dire est-ce que ma main-d'œuvre, finalement, elle est bien en adéquation avec les activités que je propose, parce qu'elle a un poids quand même, donc autant qu'elle soit efficace. Voilà. Et par rapport aux charges opérationnelles, du coup, ça, c'est celles qui sont directement liées au nombre de chevaux qu'on a, par exemple. Il y a le poids qui est assez lourd de l'alimentation. Et là, tu en parlais, Anne-Charlotte, sur l'augmentation des charges. En fait, du coup, nous, on essaye de voir et de proposer aussi, et on en a parlé dans le changement climatique, justement, c'est de dire, essayer de contractualiser pour le foin, la paille, pour être sûr que le prix que j'ai négocié, je l'ai sur plusieurs années. Voilà, être sûr qu'une année de sécheresse, ça ne va pas me faire flamber le prix du foin par deux. Ou voilà. Et aussi d'avoir une cavalerie qui est bien gérée, bien raisonnée, renouvelée. C'est peut-être aussi économiser un peu sur les soins. Bonjour. La cavalerie, bonjour. La cavalerie, voilà, elle peut aussi être économe par les soins si elle est bien gérée. Voilà. Alors, si j'ai répertorié un peu donc si vous voulez vous tester avec l'outil, je vous ai remis le lien là, du coup, vous aurez l'interface comme je vous ai présenté tout à l'heure. On a fait aussi toute une série de vidéos avec des témoignages, des gens des professionnels comme vous qui ont fait utiliser cet outil même plus loin, comme Anne-Charlotte a présenté le coup de prod, où là, on a vraiment une version très détaillée avec les charges et tout ça, où on peut voir où ça dérape, et qui ont mis en place des solutions qui, du coup, leur ont permis de mieux fonctionner. Donc, tout ça. On avait fait, nous aussi, en région Grand Est, les fiches de pratiques innovantes telles que vous les avez, qui reprennent aussi un peu les principaux éléments que j'ai présentés là, et d'autres fiches sur stratégie de développement, où là, par rapport aux activités de centre équestre, il y a des différentes catégories de produits qui sont répertoriées avec des prix, la clientèle cible, voilà. Je pense que c'est déjà des choses que vous connaissez, mais peut-être des fois de les relire ou de, voilà, ça peut peut-être faire le lien avec vos pratiques et puis
peut-être voilà, apporter un petit plus s'il y a besoin. Voilà, du coup. Ce que je voulais vous montrer, c'était donc ça, c'est l'outil et puis les témoignages, voilà. Et puis la fiche dont je vous ai parlé. Oh, j'arrive pas trop bien. C'est un peu gros, voilà. Là, c'est bon, vous voyez? Oui. Voilà, la fiche Ouais, qu'on dont connaît, je vous ai parlé avec... c'est tout des choses qui viennent de vous. C'est nous des structures qu'on a interviewées, donc c'est des choses que vous connaissez. Mais voilà, comme ça, ça permet toujours peut-être de situer, de regarder voilà, un petit peu ce qui se fait. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a des questions. Du coup, s'il y a quelqu'un qui veut témoigner aussi sur une partie. Bien, merci beaucoup, Émilie et Anne-Charlotte.